Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce séminaire sur la présentation, session d'information sur le DFMS, DFMSA. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints cet après-midi pour écouter donc Monsieur Vicente de l'Université de Strasbourg qui va vous parler de la procédure donc pour tous les médecins et pharmaciens euh, qui souhaiteraient venir en France faire une spécialité. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, sur l'heure qu'on va avoir ensemble, ce sera donc une première partie de présentation et une deuxième partie pour répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, mettez bien vos questions dans le chat, dans le Q&A, afin que je puisse les lire et les poser à Monsieur Vicente. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je souhaite à toutes et à tous une excellente session d'information donc sur le DFMS, DFMSA. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Vincent. On est plus de 80 cet après-midi, donc on est très heureux de vous recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous également de m'avoir invité à faire cette présentation. Ça sera une première puisque c'est la première fois qu'on fera ça en direct, mais je pense que c'est utile. On le fait juste un peu avant Noël, mais c'est une période encore qui est très intéressante. Je me présente, donc Gilbert Vissant. J'étais responsable administratif de la faculté de médecine de Strasbourg pendant une quarantaine d'années. Je suis à la retraite depuis 2015, mais j'occupe plusieurs fonctions pendant, ma carrière, mais également depuis ma retraite. Je suis en effet le président de l'association OFEMO. L'association OFEMO est une association qui réunit l'ensemble des responsables administratifs des facultés de médecine et d'odontologie francophones. Je suis également le secrétaire général de la conférence française des doyens des facultés de médecine. Je suis également le secrétaire général de la conférence francophone des doyens des facultés de médecine. Et j'ai à ce titre-là la charge d'être le responsable national de la gestion des DFMS, DFMSA. Alors pourquoi moi, pourquoi Strasbourg a eu en charge cette gestion? Tout simplement parce qu'en 2007, le conseiller du ministre de la Santé de France nous avait contacté, le doyen de Strasbourg et moi-même, et nous avait demandé de réfléchir à une réforme de l'accueil des médecins étrangers, puisque les précédentes tentatives avaient un peu avorté au bout de 3 ou 4 ans, dans la mesure où on ne donnait pas satisfaction, soit aux candidats eux-mêmes, soit aux facultés de médecine dont ils étaient originaires. Et en effet, la mise en place de DFMS présentait des garanties que les doyens des facultés francophones qu'on avait rencontrés, puisque je suis le secrétaire général de cette association-là, nous avaient demandé d'avoir des garanties sur la formation des candidats. Et pour avoir cette garantie, on y a mis plusieurs aspects et plusieurs critères. Le premier, c'est que tous les candidats qui viendront en France seront affectés dans des services qui sont agréés pour les internes français. Donc, ce n'est pas des services rebuts, ce sont les mêmes services dans lesquels les internes français effectuent leur spécialité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils pouvaient aller dans n'importe quel service et effectuer leurs fonctions, mais pas dans des services agréés. Donc ça, c'est la première chose, c'est les services agréés. Deuxièmement, également, pour qu'il y ait une occupation pleine et entière et des responsabilités données à ces candidats qui occuperont un poste de fonctionnaire interne, ils ont une rémunération mensuelle correspondant à un plein temps d'une faisant fonction d'interne. Auparavant, ces candidats qui étaient affectés dans différents services et qui n'avaient pas ce poste de fonction d'interne n'étaient que des observateurs. Donc, on voit un chirurgien, par exemple, le chirurgien observait une opération, mais n'intervenait pas dans l'opération. Il avait les mains dans les poches et tout le monde avait les mains dans les poches. Depuis qu'il y a une rémunération qui est donnée, ils ont les mêmes charges que les internes français et ils participent également aux astreintes et aux gardes comme les étudiants français. À l'issue de leur formation, qui est soit pratique, strictement hospitalière, mais selon les spécialités, il y a une formation également théorique qui est faite. Il y a des enseignements qui sont faits. Il peut y avoir des examens également. Il peut y avoir ou pas, à la fin de leur année de stage en France, un mémoire à présenter devant un jury ou un mémoire sur papier. Ça, c'est en fonction de chacune des spécialités et de chacune des facultés dans lesquelles ils sont affectés.
Et à l'issue de cette validation, qui est faite par les enseignants un comité d'évaluation pour la région et non pas pour la propre faculté, à l'issue de cette évaluation, il y a un diplôme qui leur est délivré. Donc, les candidats, quand ils vont retourner dans leur pays, pourront présenter le diplôme qu'ils ont obtenu en France avec les éléments correspondant à leur cursus, soit strictement hospitalier, soit hospitalier, mais également de connaissances. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont fait que le ministère, en 2007, on avait fait ces propositions. Ils ont mis 3 ans quand même pour le valider. C'est à partir de l'année 2009-2010 que le DFMS-DFMSA a été mis en place. Avec beaucoup de succès, puisqu'actuellement, on a environ 500 candidats chaque année. 2500 candidats pour 1 millier de postes au maximum. Nous avons des postes sur le contingent national et des postes au titre de la coopération, c'est environ 1 million. Ça veut dire que 1 millier de candidats sont accueillis chaque année sur les 2500 postulants en général. La procédure est un peu longue puisqu'il faut quasiment une année pour établir cette procédure. Le site de la faculté de médecine de Strasbourg, qui était donc retenu par le ministère, puisque nous étions les instigateurs et les initiateurs de cette réforme. Donc, tout se passe et c'est centralisé à la faculté de médecine, qui était aussi un aspect important, parce que ça évitait aux candidats d'être un peu perdus quand ils candidataient pour chacune des facultés. Là, ils candidatent pour chacune des facultés, mais via Strasbourg. Et c'est Strasbourg qui gère l'ensemble de la procédure. Donc, ils ont un seul et unique interlocuteur tant qu'ils n'ont pas obtenu une affectation. Donc, pendant toute la procédure, c'est que Strasbourg. Moi-même, donc, je dispose d'une assistante pour faire ce genre de choses. L'assistante est amenée, elle, à valider tout ce qui est la logistique de la gestion des dossiers. Et moi-même, je me préoccupe beaucoup plus de répondre individuellement aux candidats qui nous posent des questions et surtout de justifier les décisions que nous prenons de refus ou d'acceptation, le cas échéant. Chaque année, à compter de la mi-octobre, le site de la faculté de médecine de Strasbourg est ouvert et accessible à tous les candidats, qu'ils soient francophones ou pas francophones, d'ailleurs à tous les candidats, de manière à ce qu'ils puissent télécharger le dossier numéro 1. Donc, c'est le premier dossier qu'ils doivent constituer. Depuis 2 ans, et pour gagner du temps, nous avons mis une double phase à ce dossier numéro 1. Ce dossier numéro 1 doit être déposé dans les ambassades, auprès des campus de France, donc de l'ensemble des pays étrangers, pour le 15 janvier de chaque année. Caché de la poste faisant foi, c'est-à-dire au plus tard, le candidat peut poster son courrier et son dossier le 15 janvier. Donc, caché de la poste faisant foi. Au-delà du 15 janvier et au-delà de ce cachet de la poste, le candidat ne peut plus être accepté. Donc, les ambassades ferment la réception des dossiers puisqu'elles devront ensuite nous envoyer via la valise diplomatique l'ensemble des dossiers recueillis en Algérie, par exemple, pour nous les envoyer via la valise diplomatique à Strasbourg. Depuis 2 ans, nous avons mis une phase intermédiaire. On demande aux candidats, une fois qu'ils ont rempli leur dossier, de nous envoyer par messagerie électronique la page 1 et 2 de la fiche d'identité. Ceci nous permet, dans un premier temps, de pouvoir vérifier rapidement, parce que les éléments qui sont dans cette page 1 et 2 sont suffisants pour nous, pour vérifier dans un premier temps l'éligibilité du dossier. Donc, nous vérifions si les éléments dont on a besoin sont là et nous acceptons ou nous refusons les dossiers. Donc, ça veut dire qu'à partir du 15 décembre, nous avons déjà refusé des dossiers parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions et tous les dossiers qui vont nous arriver, nous allons les vérifier. Donc, les candidats, je pense que d'ici à Noël, recevront déjà des réponses en disant si le dossier est refusé. Tous les autres dossiers qui sont acceptés, bien sûr, on ne va pas perdre du temps à leur répondre que le dossier est en cours. Le deuxième aspect de cette anticipation, c'est que ça nous permet également de saisir sur électronique l'ensemble des dossiers des candidats et ne pas attendre qu'ils nous parviennent via la valise diplomatique pour pouvoir les saisir. Saisir 2500 dossiers, ça prend du temps. Là, au contraire, on le fait au fur et à mesure qu'ils nous parviennent depuis la fin du mois de novembre et nous avons déjà saisi presque 1 millier de dossiers. Donc, ceci est une opération qui, pour nous, est utile, mais également pour les candidats parce que plus on anticipe sur la recevabilité des dossiers et plus nous serons à même à pouvoir leur donner des réponses rapidement.
Au vu de la fiche de la page 1 et 2 de ces dossiers, nous sommes amenés, donc, comme je l'ai dit, à refuser des dossiers. Alors, il y a plusieurs motifs de refus. Le premier, c'est le motif de nationalité. Le DFMS et le DFMSA ne s'adressent qu'à des candidats qui ne relèvent pas de l'Union des pays, des États membres de l'Union européenne. Donc, tous les candidats qui ont une double nationalité franco-algérienne ou italo-algérienne, etc., dont l'une des nationalités relève d'un État de l'Union européenne, leur dossier est irrecevable. Alors, ce n'est pas tout simplement parce qu'il y a une discrimination, c'est parce que nous ne sommes pas autorisés à délivrer à des candidats qui ont la nationalité d'un des États européens un diplôme qui n'est pas valable sur le territoire européen. En effet, le DFMS et le DFMSA ne donnent pas un droit d'exercice sur le territoire français et sur l'ensemble des territoires européens. Donc, c'est pour cette raison que les candidats qui ont une double nationalité ne peuvent pas postuler. Ils ne sont pas éjectés pour autant, puisqu'ils peuvent, eux, du fait qu'ils ont une nationalité européenne, ils peuvent s'adresser directement aux établissements hospitaliers de leur choix pour éventuellement avoir une acceptation de leur candidature via l'hôpital qu'ils ont choisi. Donc, ça, c'est le premier motif de refus. Le deuxième motif de refus, c'est que le DFMS et le DFMSA s'adressent à des candidats en cours ou ayant terminé leur spécialité. Les spécialités, toutes les spécialités médicales et toutes les spécialités pharmaceutiques, à l'exception d'une seule, la médecine générale. Donc, un candidat qui n'est médecin généraliste ne peut pas candidater au DFMS, DFMSA pour une raison très simple, c'est que en France, la formation en médecine générale se fait dans un cabinet de médecins généralistes, donc en ambulatoire, et ces cabinets de médecins généralistes ne disposent pas de postes de faisant fonction d'interne. De ce fait, ils ne peuvent pas accueillir des candidats puisqu'ils ne peuvent pas les rémunérer. L'autre raison d'un refus, c'est un candidat qui, au 15 janvier 2022, donc c'est pour cette année, n'est pas encore titulaire de son doctorat en médecine. En effet, le DFMS, comme le DFMSA, doit être titulaire au plus tard le 15 janvier de cette année pour être éligible à la procédure. Si le candidat postule un DFMSA, il doit également, à la date du 15 janvier 2022 au plus tard, être titulaire de son diplôme de spécialité, donc titulaire du diplôme de docteur en médecine et titulaire de son diplôme de spécialité. Si sa spécialité n'obtiendra au-delà du 15 janvier 2022, il devra attendre l'année suivante pour faire acte de candidature au titre du DFMSA. Autre raison d'un refus, c'est un candidat qui est en cours de spécialisation, donc qui postule un DFMS, mais qui, au 2 novembre 2022 à venir, aura moins de 12 mois de fonction hospitalière pratique à faire encore en fonction de la réglementation de son pays. Donc, ce candidat-là, s'il a moins de 12 mois, ce qui est souvent le cas, il devra attendre d'être spécialiste et d'obtenir son diplôme de spécialité pour postuler l'année suivante à un DFMSA. Autre raison d'un refus, voire d'une réorientation, c'est que les candidats ne peuvent postuler que pour la spécialité pour laquelle ils sont en cours de formation ou où ils ont obtenu le diplôme correspondant. Donc, un candidat qui est en cours de formation de médecine interne ne peut postuler que pour le DFMSA de médecine interne. Il ne peut pas faire un DFMSA d'endocrinologie, de cardiologie, puisque ces deux spécialités sont des disciplines à part entière dans son pays. Il ne peut pas le faire. Pour les candidats de la biologie médicale, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, des postes sont ouverts spécifiquement pour les médecins et spécifiquement pour les pharmaciens. Là également, les candidats devront choisir l'une des 5 options figurant dans les diplômes de biologie médicale. Pour la biologie médicale, il y a une particularité, c'est que toutes les spécialités n'y sont pas. Donc, c'est uniquement dans le cas de l'une des 5 spécialités que les candidats peuvent candidater. Voilà, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles des refus peuvent être donnés. Nous allons, je pense, au plus tard, d'ici à la mi-janvier prochain,
écrire à tous les candidats qui ont une difficulté dans leur dossier, soit parce que leur dossier est incomplet, la page 1 et 2 est incomplète, soit parce qu'ils sont sous le joug d'un refus, on leur enverra une réponse en disant « votre dossier est déjà refusé ». S'il y a un complément, nous allons en discuter, bien entendu. Tous les autres candidats qui ne recevront pas ce message-là, a priori, c'est que leur dossier est en cours et nous attendrons de recevoir les dossiers complets qui ont été déposés auprès des ambassades, auprès des consulats français donc en Algérie, pour examiner complètement les pièces qui ont été jointes, vérifier que l'ensemble des pièces y figurent bien. Souvent, il en manque, donc s'il en manque, on va vous réécrire en disant donnez-nous ça ce week-end, sinon votre dossier est refusé, parce que ça nous fait perdre du temps d'avoir des compléments, ou alors parce que les informations qui ont été données ne corroborent pas celles qui ont été données dans la page 1 et 2 de la fiche d'identité, ce qui nous permet à nous de revérifier et de vous accorder ou pas l'autorisation. Les dossiers que nous recevrons donc via la valise diplomatique et nous nous engageons à pouvoir vous donner au plus tard pour la fin du mois de mars la réponse définitive de la recevabilité ou de la non-recevabilité de votre dossier. Si votre dossier est déclaré recevable, vous allez devoir, pour le 15 avril suivant, constituer votre dossier numéro 2, qu'il faudra à nouveau télécharger sur le site de la faculté de médecine. Ce dossier numéro 2 reprend en quasi-totalité le dossier numéro 1, plus l'une autre pièce à joindre, et notamment la connaissance du français. Mais si vous avez fait vos études de médecine ou de pharmacie en Algérie, vous les avez faites en langue française, et donc vous n'êtes plus obligé de passer un examen de langue française, vous êtes dispensé de cet examen, mais il faudra avoir un papier justifiant que vous avez bien fait ces études en langue française. Et donc ça, ce dossier sera sera à transmettre pour le 15 avril 2022 selon des modalités qui sont propres à chacune des facultés postulées. Les candidats ont la possibilité de postuler pour tous les postes proposés dans leur spécialité, pour toutes les facultés. Un candidat de cardiologie, s'il y a 15 facultés qui proposent des postes de cardiologie, ils pourront au maximum candidater pour l'une ou l'autre de ces 15 facultés, et donc pour les 15 facultés y compris. Auparavant, les dossiers étaient envoyés à Strasbourg et nous faisions le dispatching vers les facultés. Depuis l'an dernier, ce n'est plus le cas. Les dossiers doivent être envoyés directement aux facultés postulées. Donc, s'il y a 15 facultés, vous allez en faire 15 envois particuliers, sachant que pour chacune des facultés, il vous sera notifié la modalité d'envoi de ces dossiers. Il s'agira de dossiers papier que vous enverrez par DHL, pourquoi pas, mais la plupart des facultés demandent des dossiers électroniques. Donc, vous allez saisir votre dossier sur le plan électronique, vous allez scanner et vous enverrez tout cela à chacune des facultés postulées. Les facultés postulées vont devoir confier leur dossier à leur coordonnateur de spécialité. Le coordonnateur de cardiologie va examiner l'ensemble des dossiers de cardiologues, que ce soit en DFMS ou en DFMSA, vont établir un ordre de classement et vont les envoyer à Strasbourg. Strasbourg va recevoir les décisions de classement de l'ensemble des coordonnateurs de toutes les spécialités de France, et nous allons ensuite faire ce qu'on appelle un appariement entre le rang de classement donné pour chacune des facultés postulées et le rang de priorité que vous allez vous-même définir. En effet, sur le dossier numéro 2, la page 1 de la fiche d'identité apparaît un ordre de classement qui vous permet à vous de nous dire, pour les 15 facultés postulées par exemple, quel est votre ordre de priorité. En effet, nous avons tout intérêt à vous accorder l'ordre qui vous conviendra le mieux, ne pas vous accorder votre 15e rang de faculté, alors que le premier pourrait vous être favorable. Donc, c'est dans ce sens-là que nous faisons cette opération. Et pour la fin du mois de juin, a priori, nous vous notifierons
si votre dossier a été retenu, dans quelle faculté a été retenu, et donc en vous prononçant une affectation pour ces facultés. Voilà, donc ça c'est un peu la présentation très générale sur le processus de cette procédure, sachant que vous devez prendre vos fonctions au 2 novembre 2022. Donc vous commencez votre dossier à télécharger à partir de la mi-octobre 2021 et vous voyez que vous ne pourrez prendre vos fonctions que le 2 novembre suivant. Donc c'est une année complète au cours de laquelle nous serons en nous serons en relation permanente justement pour vous faciliter votre affectation et votre prise de fonction. Voilà, donc ça c'est la présentation générale que je voulais faire. Bien entendu, je suis accessible maintenant à l'ensemble de vos questions que vous avez peut-être chatées et que Aude va pouvoir nous transmettre, sachant qu'on sait très bien qu'il y a des conditions un peu particulières pour l'Algérie, puisque plusieurs candidats déjà nous ont fait valoir cette année, mais également les années précédentes, les difficultés qu'ils rencontrent à obtenir les attestations que l'on demande de la part de leur faculté de médecine. Donc voilà, maintenant j'attends que les questions nous soient posées. Nous sommes 89 participants, c'est une bonne opération et voilà. Merci encore, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, il y a énormément de questions dans le chat. J'essaye de les résumer et de vous les poser ici. Donc, merci à tous de garder bien votre micro éteint et de faire vos questions à l'écrit dans le chat en bas à droite. Alors, du coup, on a une question un peu d'ordre général. Est-ce que les dentistes sont concernés? Non, les dentistes ne sont pas concernés. Alors, il y a les médecins généralistes qui ne sont pas concernés et les dentistes qui ne sont pas concernés. C'est pour ça que j'ai dit que les DFMS et les DFMSA ne s'adressaient qu'aux médecins et qu'aux pharmaciens en cours de spécialité ou déjà spécialistes. Donc, les dentistes, malheureusement pas, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne possèdent pas de poste de fonction d'interne vacant pour pouvoir accueillir des candidats étrangers. Merci pour ce retour. Donc, vous avez bien précisé que ça ne concernait pas la médecine générale. Est-ce que ça peut concerner la pharmacie généraliste? Et on pose une question sur la pharmacie en sciences fondamentales. Alors, pour postuler un DFMS de pharmacie, il faut avoir son diplôme de docteur en pharmacie, déjà dans un premier temps, et s'être engagé dans un cycle de spécialisation qui est propre à chacun des pays. S'il est engagé dans un cycle de spécialisation qui s'appelle sciences fondamentales, je doute que ça s'appelle sciences fondamentales, mais pourquoi pas, nous vérifions, nous, que c'est bien, ça donne bien lieu à la délivrance d'un diplôme de spécialité. Et la même chose pour le DFMSA de pharmacie, il doit être titulaire de son diplôme de docteur en pharmacie et d'un diplôme de spécialité en pharmacie. Alors, il y a des candidats qui nous disent « mais j'ai un master ». J'ai un master éventuellement de sciences fondamentales en pharmacie. A priori, ils ne sont pas éligibles. Pourquoi? Parce que les masters ne sont pas une formation pratique. C'est une formation la plupart du temps qui est théorique et qui ne donne pas droit à exercice particulier dans le pays. Donc, pour être éligible au DFMS ou DFMSA de pharmacie, il faut avoir un exercice particulier qui donne droit à justement à cette façon de faire. Donc, s'ils ont un problème de sciences fondamentales et qu'ils ne savent pas, ils nous le soumettent, ils nous envoient éventuellement le diplôme dont ils ont eu. Moi, grâce à mon réseau de doyens des facultés francophones et des responsables administratifs des facultés francophones, j'obtiendrai très rapidement la réponse que j'attends de savoir si c'est bien une voie de spécialisation ou pas. Très bien, merci. Donc, on est bien d'accord, il faut que tous les médecins ou pharmaciens aient déjà un diplôme. Donc, par exemple, la question sur est-ce que les étudiants de troisième année de médecine ont la possibilité de postuler? Ils ont la possibilité, mais ils ne seront pas acceptés puisqu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Alors, s'ils sont en troisième année de médecine, non, ils ne sont pas acceptés. S'ils sont en troisième année de formation… C'est la question qu'on pose, donc je préfère y répondre tout de suite. Alors, s'ils sont en troisième année de formation de spécialité, ils peuvent être éligibles au DFMS, mais à condition qu'ils obtiennent leur diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie au plus tard le 15 janvier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donner une fonction d'interne en France qu'à un candidat qui est docteur en médecine ou docteur en pharmacie.
On ne peut pas donner une fonction d'interne à un candidat qui n'est pas encore titulaire de son diplôme, parce qu'il n'a pas le droit d'exercer en France s'il n'a pas le diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie. Très bien. Ensuite, dans les questions, vous avez parlé, il faut forcément être de nationalité non européenne. Voilà. On a une question d'une personne qui est algéro-belge, donc qui a une nationalité belge, donc elle ne peut pas postuler. Non. Comment peut-elle exercer ou se former à la médecine en France dans ce cas-là? Alors, on ne parlera pas de l'exercice, on parlera dans un premier temps de la formation. Cette candidate, c'est ce que j'ai dit, elle ne sera pas acceptée au DFMS et au DFMSA, puisque ce sont des procédures strictement réservées aux candidats non européens, donc strictement étrangers, puisque le diplôme qui va leur être délivré de DFMS et de DFMSA ne permet pas l'exercice de la spécialité ni en France, ni dans l'Union européenne. Et on ne peut pas, nous, accueillir en France un ressortissant de l'Union européenne et lui délivrer un diplôme qui ne lui donne pas un droit d'exercice. Donc, cette étudiante qui est belgo-algérienne ou algérienne-belge, peu importe, elle ne peut pas postuler pour le DFMS, DFMSA. En revanche, elle peut, parce qu'elle est belge, s'adresser directement au directeur d'hôpitaux de son choix pour justement lui demander la possibilité d'avoir un poste d'accueil pour telle ou telle spécialité. C'est une procédure qui sera strictement hospitalière, elle ne relèvera pas de la faculté de médecine. La candidate ne pourra pas s'inscrire en faculté de médecine, mais pourra bien entendu occuper un poste hospitalier que lui délivrera l'hôpital s'il en dispose un, bien entendu. Merci de bien désactiver vos micros pour que la séance se passe le plus simplement possible. Merci pour ces éléments de réponse. Je continue donc avec la question suivante. Est-ce que, donc, il y a beaucoup de questions sur la reconnaissance du DFMS et du TFMSA. On a donc compris qu'on ne pouvait pas exercer en France avec cela, le DFMS de l'EFMSA. Donc, il y a une question sur la reconnaissance de ces diplômes en France. La réponse est, si je comprends bien la présentation, non. Non, non, ce diplôme n'est pas reconnu en France pour une raison très simple, parce que ce n'est pas un diplôme de spécialité à part entière. En effet, le DFMS ne dure qu'une année, maximum 2 années, alors qu'une spécialité en France, c'est 4, 5 ou 6 ans, et que le DFMSA ne dure qu'une année. Donc, déjà, sur la durée de formation, elle est insuffisante pour donner un droit d'exercice. Elle ne peut pas donner un droit d'exercice puisque le candidat, de toute façon, est étranger par définition, et un étranger ne peut pas exercer en France, même s'il avait un diplôme français. Donc, il y a 3 conditions pour exercer en France. Il faut être d'une nationalité européenne, avoir un diplôme européen et s'inscrire au tableau de l'ordre. Donc, même si on lui avait donné un diplôme de DFMS qui est un diplôme français, il n'aurait pas la nationalité nécessaire, il ne pourrait pas exercer. Donc, ce diplôme-là, le DFMS et le DFMSA, ne donne pas droit d'exercice. Un étudiant qui fait toute sa faculté de médecine, qui est non européen à travers le PASS, par exemple, et le MMOP, ne pourra pas exercer en France ou en Europe? Alors là, c'est différent. Là, c'est différent parce que c'est un candidat qui a fait la totalité de sa formation premier et deuxième cycle, mais également de troisième cycle en France. Et donc là, il aura un diplôme qui sera français. Après, se posera le problème de sa nationalité, pour laquelle il y a des autorisations ou des dérogations qui sont données en fonction de la nationalité de tel ou tel pays et des accords passés avec tel ou tel pays. Mais les candidats que nous voyons actuellement ne répondent pas à ces conditions. Ce pas des candidats qui vont refaire leur premier cycle, leur deuxième cycle. Bien sûr. Non, mais c'était juste pour être sûr. Très bien. Il y avait une question suivante sur est-ce que les documents, les pièces justificatives, est-ce qu'une attestation de réussite peut remplacer dans un premier temps dans le dossier le diplôme de spécialité ou un diplôme provisoire? Il y a 2 questions par rapport à ça. Est-ce qu'une attestation de réussite ou un diplôme provisoire peut être accepté dans le dossier? Alors, déjà, pour les pièces qui vont être jointes au dossier, puisqu'il y a un certain nombre de pièces qui sont obligatoirement à joindre au dossier, il faut nous envoyer que des photocopies, aucun original. L'original, le candidat il le garde, il en aura besoin au moment de son inscription à l'université. Donc, surtout, ne pas nous envoyer des originaux, que des photocopies. Pour le diplôme, si le candidat n'est pas en possession de son diplôme, de son parchemin définitif, de docteur en médecine ou de docteur
de spécialité, il peut bien entendu nous donner ce qu'on appelle un diplôme provisoire ou une attestation de réussite que le doyen de sa faculté de médecine va signer. Et cette attestation de réussite ou son diplôme provisoire a la même valeur juridique que le diplôme définitif du parchemin définitif. Donc, il n'y a aucun problème pour déposer ces dossiers qui seront bien entendu acceptés. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Une question maintenant sur les spécialités. Quelles sont les 5 spécialités en biologie pour un pharmacien spécialiste? Alors, par cœur, je ne les connais pas, mais ça figure dans le tableau qu'on leur a donné. Attendez, je vais peut-être le retrouver. Il y a un tableau qui liste toutes les spécialités qui sont accessibles aux étudiants, aux candidats. Et notamment pour la biologie médicale, il y a une liste qui est donnée. Donc, pour la biologie médicale, que ce soit pour pharmacien ou pour médecin, c'est la biologie médicale option biologie générale. C'est la biologie médicale option médecine moléculaire, génétique et pharmacologie. C'est la biologie médicale option hématologie et immunologie. Quatrième option, c'est la biologie médicale option agents infectieux. C'est souvent la spécialité la plus demandée parce que là, il y a la parasitologie, il y a la virologie, il y a toute la microbiologie qui figure. Et la dernière et cinquième option, c'est la biologie médicale option biologie de la reproduction. Alors, cette option est ouverte officiellement, mais depuis 10 ans, aucun poste n'est affecté dans cette option. Donc, les candidats pourraient la proposer dès lors qu'au moment où on va ouvrir des postes, on leur dit qu'il y a des postes ouverts dans cette option. Mais il y a très peu, enfin, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de poste ouvert pendant 10 ans dans cette option biologie reproduction. Donc, c'est l'annexe 1L sur laquelle figure la liste de toutes les spécialités correspondantes aux candidatures potentielles. Très bien. On a du coup une question qui revient assez souvent par rapport à la difficulté d'avoir des documents signés par les doyens ou par les universités algériennes. Comment faire quand on est face à ce cas de figure, face à ce problème où les universités ou les doyens ne souhaitent pas signer les documents? Alors ça, c'est une spécificité algérienne. C'est le seul pays où les candidats rencontrent quelques difficultés à faire signer leurs documents, pour 2 raisons. La première, c'est que les autorités algériennes, qu'elles soient universitaires, voire ministérielles, ne souhaitent pas signer des papiers qui ne comportent pas leur sceau. Et en effet, les annexes que nous demandons à faire signer par les candidats sont des annexes générales où il n'y a pas le sceau de la faculté, etc. Et eux, ils ne veulent pas signer des documents qui ne correspondent pas à leurs documents officiels. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème pour qu'une annexe du modèle qu'on a établi puisse être rédigée différemment par les facultés algériennes en fonction de leur législation. Donc, ça ne pose aucun problème. L'annexe 1, pas l'annexe, je ne sais pas, je suis en train de voir une annexe particulière où le doyen doit signer, c'est l'annexe 1D par exemple. Si cette annexe 1D pose un problème au doyen de la signer en l'état, il n'a aucun problème pour la reproduire sur un papier en tête de son université avec la terminologie nécessaire et validante pour son pays pour nous la donner. Aucun problème. Très bien. On me pose la question… En revanche, il y a également des attestations que les doyens ne veulent pas signer, notamment en Algérie, parce que la spécialité est confiée à un professeur qui est éventuellement un vice-doyen, qui est éventuellement vice-président ou qui est responsable de la spécialité, et il demande à ce professeur responsable de la spécialité de signer à la place du doyen. Ceci est tout à fait acceptable, bien entendu. Nous, on dit que c'est le doyen parce que officiellement, c'est le doyen, mais il peut très bien déléguer cette signature à un responsable de spécialité. Ça ne peut pas être un responsable administratif. Le responsable administratif ne peut pas se substituer au doyen ou au responsable de spécialité pour attester d'un cursus particulier. Il y a un autre document qui pose quelques problèmes, c'est le document 1E. Or, c'est le document le plus utile pour la sélection des dossiers. Ce document 1E, c'est le relevé détaillé
des semestres de stage, où on demande aux candidats, de façon chronologique, à nous indiquer chacune des périodes de formation qu'il a effectuées et bien sûr validées durant sa formation de spécialiste. Donc, ce document également pose quelques problèmes parce qu'il n'est pas académique, il ne correspond pas à la législation particulière à l'Algérie. Nous n'avons aucune difficulté à ce que ce document soit remplacé par un document équivalent signé par son doyen ou le responsable de la discipline. Aucun problème. S'il y a des difficultés, parce qu'il y a des doyens qui veulent rien signer d'ailleurs, hein, en Algérie c'est le cas, il y a des doyens qui ne veulent rien signer. Dans ces conditions, le candidat peut très bien établir cette attestation de stage en la signant en son nom et en attestant sous l'honneur la régularité de ce qui nous est, l'exactitude de ce qu'il précise. Ceci pour le dossier numéro 1, de façon à lui laisser le temps nécessaire pour la constitution du dossier numéro 2, où là, il faudra qu'on ait un document non plus attesté sur l'honneur par le candidat, mais un document officiel de la faculté ou du professeur responsable de la spécialité qui va nous préciser exactement ce qu'il en est. Des candidats nous disent, mais si je vous envoie mon relevé, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un logbook, ils ont dans un document toute leur formation hospitalière, leur formation d'examen, etc. Ce qu'on appelle des relevés de notes ou quoi. Nous acceptons bien sûr la fourniture de ces relevés de notes à la place de ce document 1E, à une condition, c'est que ça comporte également les périodes de stage effectuées. Ce que nous avons besoin essentiellement, c'est les périodes de stage effectuées et non pas les examens passés par les uns et les autres. Les examens passés par les uns et les autres, ce n'est pas ça qui va permettre à un chef de service de sélectionner le candidat. Le chef de service va sélectionner le candidat en fonction de la formation qu'il a pratique, qu'il a donc effectuée et validée dans le cadre de son diplôme. Donc, on peut nous envoyer les carnets de notes, mais à condition que ces carnets de notes relèvent bien l'ensemble des périodes de stage effectuées, qu'on sache quelle est la durée de cette formation, dans quel service ils étaient, dans quel hôpital ils étaient, est-ce que c'est un hôpital universitaire ou un hôpital non universitaire. Donc ça, c'est des éléments dont on a besoin. Très bien. Merci pour ces précisions. Toujours sur la question un peu des pièces ou des profils, on a des personnes qui sont diplômées depuis plusieurs années, qui exercent soit en pharmacie, soit en médecine depuis plusieurs années, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Est-ce qu'ils peuvent postuler? Et à l'inverse, on a des personnes qui ont déjà leur diplôme de médecine générale et qui sont en cours pour la spécialisation, mais du coup, ils n'ont pas encore le diplôme de spécialisation. Est-ce que ces personnes-là peuvent également postuler puisqu'ils finissent à la fin de l'année leur spécialisation? Alors, les candidats qui sont, on va prendre la deuxième question, les candidats qui sont en médecine générale et qui sont en cours de spécialisation, pour nous, la médecine générale n'intervient plus du tout. Ils sont considérés comme des spécialistes en cours de formation. Ils relèvent du DFMSA tant qu'ils sont en cours de formation, ou ils relèveront du DFMSA quand ils seront spécialistes, quand ils auront obtenu leur spécialité. Donc, le fait d'être médecin généraliste et ensuite faire une spécialité les remet dans le parcours normal de la procédure. Donc, il n'y a pas d'exclusif. Et la première question m'échappe un peu, c'était… C'est ceux qui sont déjà diplômés et oui, qui depuis 10 ans. Alors, il n'y a pas de limite à la candidature. On peut postuler 10 ans après avoir sa spécialité, 20 ans après avoir sa spécialité, 40 ans après avoir sa spécialité, mais il faut savoir que plus on a terminé sa spécialité depuis quelques temps, et moins les chefs de service sont favorables à les accueillir. Donc, un candidat qui aura fait sa spécialité depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, il y a un problème d'âge qui pourrait éventuellement intervenir dans la sélection des candidats. Mais ils ont tout à fait le droit de postuler, bien entendu. Très bien. Alors, si on parle justement de ces délais, il faut savoir qu'il y a un autre délai qui est imposé. Peut-être une question qui va être posée ou qui sera posée. C'est un candidat qui a déjà fait un DFMSA en France. Un candidat qui a fait un DFMSA en France ne peut postuler à un deuxième DFMSA qu'après un délai de carence de 5 années effectives. Donc, on ne peut pas successivement faire des DFMSA. On fait un premier DFMSA, on attend 5 ans
pour pouvoir postuler à un deuxième DFMSA. D'accord, 5 ans. Justement, il y avait une question d'une personne qui avait… Alors, la question qui est posée, le document du relevé de cursus peut-il être remplacé? Ah, ça m'a échappé. Il y avait une question. Bon, allez-y, allez-y. Non, justement, il y avait une personne qui posait la question, est-ce qu'une fois qu'on a fait le DFMS, on peut après retourner en Algérie et repostuler pour plusieurs années après faire un DFMSA? Alors, un candidat qui a fait un DFMS doit, à la fin de son DFMS, obligatoirement retourner dans son pays. Il doit retourner dans son pays pour terminer sa spécialité, puisqu'il aura un diplôme de spécialiste. Et quand il obtiendra un diplôme de spécialiste, il peut bien entendu candidater pour la première fois à un DFMSA. Donc, le fait de faire un DFMS n'interdit pas de candidater ensuite et ultérieurement pour faire un DFMSA. Il faut avoir obtenu entre-temps la spécialité qu'il postulait. D'accord, très bien. Ensuite, dans les questions, il y avait une question sur la PAE. Quelle est la différence entre la PAE et le DFMS? Et est-ce qu'une fois qu'on a le DFMS, on peut faire le PAE? Enfin, voilà, il y avait une question par rapport à ces deux. Alors, la PAE, c'est la procédure d'autorisation d'exercice. Donc, ça, c'est des candidats qui, en passant la PAE, veulent exercer en France. Oui. Alors, le DFMS et le DFMSA ne permet pas d'exercer en France. Donc, le candidat qui va être en DFMS ou en DFMSA peut très bien, pendant son année qu'il est en France, tenter la procédure de PAE, si ce n'est qu'il y a des conditions très strictes à remplir. La procédure de PAE ne peut être accessible à des candidats que s'ils ont déjà terminé leur formation complète dans leur pays d'origine. Ensuite, il y a différentes catégories de candidats. Dans le cadre de la PAE, si elle leur est accordée, la PAE, il y a un examen à passer. S'ils valident l'examen, ils doivent faire ensuite 3 années de formation dans des services hospitaliers en France. Ces 3 années de formation, l'année passée en DFMS ou en DFMSA, pourrait être validante pour une partie de cette formation de 3 ans exigée. Donc ça, c'est des procédures très particulières qui ne relèvent pas du tout du DFMS, DFMSA. Hein. D'accord. Ok, donc on est d'accord, PAE et DFMS, c'est deux choses complètement différentes qui ne sont pas reliées. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est deux choses complètement… L'un n'empêche pas l'autre. Le DFMS ou l'année passée en DFMS ou en DFMSA pourrait être compté comme une des années potentielles pour la PAE. Mais c'est vraiment ultérieur. Voilà. Ok. Il y a des questions qui se posent par rapport à cette deadline du 15 décembre. Est-ce que si les médecins, les étudiants en médecine ou pharmacie n'ont pas envoyé leur mail avant le 15 décembre, est-ce qu'ils peuvent quand même déposer leur dossier auprès des espaces Campus France en Algérie ou pas? Franchement, il n'y a aucune raison pour ne pas nous envoyer la page 1 et 2 avant le 15 décembre. Aucune raison. C'est un document que le candidat est le seul à remplir, où on lui demande son nom, son prénom, sa nationalité, sa date de naissance, à quel moment il a obtenu son diplôme, qu'est-ce qu'il postule comme diplôme. Je ne vois pas qu'est-ce qui s'opposerait à le faire. Alors, l'an dernier, nous avons été relativement cool. Cette année, nous ne serons pas cool. Il faut que les candidats nous envoient ça pour le 15 décembre parce que rien ne s'y oppose. Donc, vous entendez bien, pour demain, il faut avoir envoyé Voilà. le mail si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, dans les questions qu'il y a, c'est est-ce que du coup, avant le 15 janvier, avant l'envoi papier du dossier aux espaces Campus France, il y aura un retour sur notamment la question de l'éligibilité des dossiers ou ce sera après le retour de l'Université de Strasbourg? Alors, le Campus France n'effectue aucune vérification du dossier. Oui, on est d'accord. Les Campus France réceptionnent les dossiers et nous les envoient par la valise diplomatique tels quels. Donc, Campus France ne peut pas refuser un dossier, ne peut pas demander un complément de dossier, rien du tout. Campus France additionne les dossiers, les empile, les met dans des cartons et nous les envoie. Nous allons les vérifier.
Entre-temps, grâce à la page 1 et 2 qu'on vous demande d'envoyer au 15 décembre, nous allons pouvoir faire les premières vérifications d'éligibilité et de recevabilité de vos dossiers. Et s'il y a une condition telle que je les ai déjà annoncée tout à l'heure et qui fait qu'elle est irréfutable pour pouvoir refuser le dossier, on vous dira votre dossier sera refusé. Ils l'ont peut-être déjà déposé à Campus France, tant pis, on va le recevoir. Et dès qu'on va le recevoir, on va tout de suite le mettre de côté en disant ce dossier a été déjà refusé. Une fois que nous allons recevoir l'ensemble des dossiers avec tous les papiers nécessaires et les documents nécessaires, nous allons faire une deuxième vérification, un contrôle par rapport à la page 1 et 2 qui nous a été envoyée et vérifier que toutes les pièces telles qu'elles ont été demandées figurent bien, que ce soit bien des photocopies, voire des traductions, parce qu'il peut y avoir des médecins étrangers en Algérie qui ont fait leur diplôme ailleurs et qui auront des traductions. Donc, nous vérifierons tout cela. Et à l'issue de cette phase de réception du dossier numéro 1, de toute façon, tous les candidats recevront une décision de notre part. La décision est, premièrement, votre dossier est retenu, vous pouvez candidater pour le dossier numéro 2. Deuxièmement, votre dossier est complètement refusé, vous n'avez pas besoin de candidater au dossier numéro 2. Et troisièmement, votre dossier est encore incomplet, il vous manque un papier et on vous autorise à candidater pour le dossier numéro 2 à condition que vous nous envoyiez ce papier rapidement. Voilà. Donc, le 15 décembre nous permet d'avoir déjà un premier tri et de répondre déjà, voire de refuser certains dossiers. Et à l'issue de la réception des dossiers complets, nous allons bien sûr répondre à tous les candidats. Alors que pour le pas de problème a priori, nous allons attendre d'avoir le dossier numéro 1 pour le faire. Mais ceux qui nous posent un problème, nous allons déjà répondre. Donc, le fait de ne pas avoir été interpellé par nous déjà à l'issue du dossier numéro 1 veut dire que c'est en bonne voie. Voilà, c'est en bonne voie. Très bien. Il y a une question sur la spécialité, un pharmacien industriel. Est-ce qu'il y a des spécialités équivalentes? Là encore, il faut se renvoyer, j'imagine, au Non. tableau. Voilà, il faut se reporter aux 5 spécialités. Il n'y a pas de poste de fonction d'interne ouvert dans la pharmacie industrielle parce que par définition, elle se trouve à l'industrie et l'industrie ne paye pas le poste. Il faut savoir que les postes de fonction d'interne sont payés par les hôpitaux d'accueil. Ce pas des postes du ministère, ce pas des postes de la région, c'est l'hôpital qui ouvre sur son budget un poste d'accueil. Très bien. Une autre question toujours sur les pièces, hein, ça fait beaucoup de questions de la part des participants de ce webinaire. On demande donc le document de relevé de cursus et on pose la question si ça peut être remplacé par le carnet de résident. Alors, ça, c'est le document de relevé de cursus, c'est l'annexe 1E dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, qui peut être remplacé par le carnet de spécialité, mais souvent le carnet de spécialité est un carnet de relevé de notes d'examen de connaissances. Or, ce que l'on veut, nous, ce n'est pas les relevés de notes d'examen de connaissances, ce que l'on veut, nous, c'est le relevé des fonctions hospitalières exercées successivement dans le cas de la spécialité. Donc, si ce carnet de notes comporte cette partie-là d'affectation et de validation des différentes périodes effectuées, on le prend en considération. Si c'est uniquement un carnet de validation d'examen, il ne nous sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est bien avoir le relevé des stages effectués et validés. Et ça doit être signé également par Alors, c'est signé soit par le doyen, soit par le responsable de la spécialité, parce que je vous avais dit, en Algérie, la plupart du temps, il y a des responsables de spécialité et ceux qui connaissent le candidat, qui connaissent le cursus et qui peuvent le signer. Ça ne pose aucun problème. Merci. Alors, les questions ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je voudrais juste faire un rappel. Pas grave, non, j'ai le temps. La médecine générale et les étudiants en cours de diplomation ne sont pas concernés. Il faut être diplômé et en cours de spécialisation ou déjà ayant validé une spécialisation. Les dentaires ne sont pas concernés, médecine et pharmacie uniquement. Alors, on continue. Les questions après avoir rappelé ces fondamentaux. On a répondu. Je voudrais poser. Oui, alors je suis désolée, mais les questions, ça va être par écrit. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je vais m'y atteler pour essayer de répondre à tout le monde. Donc, je m'excuse.
Le document, donc on a parlé du carnet de résidents. Alors, ça va très vite. Alors, oui, il y a cette question qui revient assez fréquemment sur le fait que le diplôme de spécialité arrive plutôt fin janvier, voire début février. C'est trop Comment tard. faire C'est dans trop ce tard. cadre-là? Ah ben, c'est trop tard, il faut attendre l'année suivante. Il faut attendre l'année suivante. C'est-à-dire il faut vraiment être au 15 janvier en possession de son diplôme définitif ou de l'attestation provisoire de réussite. Si le diplôme est malheureusement passé fin janvier, c'est vrai, ou début février, eh ben, ça sera pour l'année suivante que le candidat postulera au DFMSA. Par contre, là, j'ai une personne qui me pose la question, elle a son diplôme le 22 décembre. Là, Très comme bien, c'est avant le 15 très janvier, bien. c'est possible. Absolument, je pense il faudra qu'elle joigne, bien sûr, l'attestation provisoire de réussite que va lui délivrer sa faculté de médecine. Ok. Je vous laisse un peu de temps pour vérifier les questions parce que j'ai lu une question qui était posée ici. À quel moment connaîtrons-nous les services d'accueil? Parce que ça, c'est important. Je vous laisse répondre. Pendant ce temps, je gère d'autres questions. Voilà. Allez-y, pas de Alors, problème. pour les services d'accueil, les facultés devaient envoyer au ministère de la Santé pour la fin du mois de novembre 2021 les possibilités d'ouverture de poste. Donc, ces possibilités d'ouverture de poste ont été envoyées au ministère et nous attendons que les ministères les valident pour pouvoir les communiquer aux étudiants. Si ce n'est que chaque année, le ministère prend un peu trop de temps à notre goût pour valider ces ouvertures de poste. Donc, avec le dossier numéro 1, quand nous allons répondre aux candidats pour le dossier numéro 1, nous allons leur faire, comme les années précédentes, la liste des ouvertures de postes proposées par les facultés sans pouvoir en préciser le nombre de postes pour chacune des spécialités. Mais ça leur permettra, pour le dossier numéro 2, de pouvoir candidater pour telle ou telle faculté parce qu'il y a eu des ouvertures de postes qui vont de 1 à N. Donc, on ne connaîtra pas. Si entre-temps, le ministère a publié son arrêté ministériel d'ouverture des postes, bien entendu, nous pourrons signifier à chacun des candidats le nombre de postes ouverts en cardiologie à Strasbourg, à Marseille ou aux Antilles. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore la liste de ces postes-là puisque la deadline était pour la fin du mois de novembre. D'accord. Alors, d'autres questions ce qui veut dire aussi que pour l'instant, les candidats vont candidater sans connaître les ouvertures de poste. Oui. Ils vont candidater, je ne sais pas, par exemple, pour la génétique. Pourquoi pas? Donc, nous, pour l'instant, le dossier de génétique, on va l'accepter s'il remplit des conditions. Il est probable qu'au moment où on va répondre pour le dossier numéro 1 et qu'on aura connaissance des ouvertures de poste, s'il n'y a pas d'ouverture de poste en génétique, on va dire à ce candidat, votre dossier est recevable, mais n'ayant pas d'ouverture de poste, vous ne pouvez pas continuer à candidater pour la rentrée prochaine. Donc, inutile de faire un dossier numéro 2. Donc, pour l'instant, les candidats postulent pour les spécialités qui sont en cours de formation et qu'ils souhaitent, indépendamment des ouvertures potentielles de poste. OK. Une question. Alors, je suis biologiste spécialisé en génétique. Un biologiste, s'il n'est pas médecin ou s'il n'est pas pharmacien, il ne peut pas postuler en génétique. OK. C'est pas clair. Donc, il y a des questions sur les spécialités. En Algérie, il y a une spécialité qui s'appelle chirurgie générale et qui est l'équivalent, a priori, de la chirurgie viscérale et digestive. Est-ce que, du coup, avec son diplôme de chirurgie générale, il peut postuler dans cette spécialité française, chirurgie viscérale et digestive? Alors, jusqu'à quelques années, nous avions en France également une spécialité de chirurgie générale. Et nous avons ensuite des spécialités d'appareil. Donc, on avait les deux. Maintenant, la spécialité de chirurgie générale a complètement disparu et c'est uniquement des spécialités d'appareil. Ce qui veut dire qu'un candidat qui est diplômé en cours de formation de chirurgie générale peut très bien postuler dans des postes ouverts en chirurgie digestive, en chirurgie cardiaque, en chirurgie d'autres choses. Il suffit simplement qu'ils nous le précisent. Ils ont la possibilité de le faire, mais il faut savoir que le coordonnateur, lui,
va relever d'une spécialité d'appareil, notamment la chirurgie digestive, et va vérifier si le cursus déjà accompli par ce candidat l'intéresse pour la prise d'un pesant fonction interne. Donc, ils peuvent tout à fait, avec la chirurgie générale, postuler pour l'ensemble des spécialités chirurgicales. Ils peuvent. Mais si quelqu'un a une spécialité chirurgicale, un diplôme de chirurgie générale et qui veut postuler pour l'ophtalmologie, il comprendra qu'il ne pourra pas être accepté. S'il veut postuler pour la chirurgie cardiaque, ben, il y aura peut-être quelques soucis. S'il veut postuler pour la neurochirurgie ou l'ORL, il y aura quelques soucis. Mais c'est tout à fait possible, mais peu probable qu'il soit accepté. Et il y a plusieurs étudiants qui parlent de scénologie. Alors, la scénologie en France est intégrée à la gynécologie obstétrique. Gynécologie obstétrique, très bien. C'est une des branches de la gynécologie obstétrique. Donc, il faut être en cours ou spécialiste de gynécologie obstétrique pour postuler à la scénologie. Ou alors, il faut avoir un diplôme d'oncologie médicale qui pourrait éventuellement ouvrir à la scénologie. Mais il n'y a pas de poste ouvert en scénologie. Il y a des services qui font de la scénologie, mais qui vont ouvrir un poste soit en oncologie, soit en gynécologie obstétrique. Ce qui explique pourquoi, pour le dossier numéro 2 qu'ils auront à faire, pour tout ce qui est oncologie, cette année, on va leur demander de préciser s'ils veulent faire de l'oncologie générale ou de l'oncologie d'appareil et lequel. D'accord. Très bien. Merci. Alors, est-ce que des postes peuvent être en outre-mer? Alors, les postes ouverts en France sont ouverts dans la totalité de la France, que ce soit le territoire métropolitain ou les Antilles, ou à La Réunion, puisqu'il y a des postes ouverts à La Réunion et aux Antilles. Il n'y a pas de postes ouverts en dehors de ces deux territoires d'outre-mer, et départements d'outre-mer. Très bien. Alors, il y a une question juste sur la précision pour savoir exactement, bien comprendre ce que c'est que le DFMSA. Donc, on pose la question, est-ce que c'est plutôt un stage de sous-spécialité ou est-ce que c'est un stage dans la spécialité du candidat, une spécialité approfondie pour améliorer ses compétences et ses connaissances? Ah ben, la définition, c'est la deuxième, c'est-à-dire c'est un candidat qui est déjà spécialiste, et qui veut faire une année de formation complémentaire, approfondie, dans telle ou telle variante de sa spécialité. D'accord. Et donc, pour le DFMSA, on n'envoie que les relevés de la spécialité ou on raccroche également les relevés de la médecine générale? Non, la médecine générale ne nous intéresse pas. Ce qu'ils font, c'est uniquement tout ce qui est spécialité. Donc, le DFMSA a fait une spécialité, ce qui lui permet de postuler au DFMSA, et il va nous donner toutes les formations de spécialistes qu'il a effectuées successivement depuis le démarrage de sa spécialité jusqu'à la fin de l'obtention de son diplôme. Et ensuite, s'il a fait des formations ou s'il a fait un exercice dans des hôpitaux, etc., puisqu'il est déjà titulaire, il pourra le préciser également. Ça rentre en ligne de compte, bien sûr, pour la sélection des candidats, bien sûr. Très bien. Toujours dans les questions de documents, apparemment, on demande la vaccination. Est-ce que, du coup, il faut fournir le preuve du carnet de santé du spécialiste? Non, oui, il faudra non. C'est dans le dossier numéro 1. Pourquoi dans le dossier numéro 1? Parce qu'il y a parfois des procédures vaccinales qui demandent du temps. Et donc, le candidat, si au 2 novembre, quand il est affecté, qu'il arrive dans le service, il n'a pas les vaccins requis, indépendamment de la pandémie. La pandémie rajoute encore une complication. Mais s'il n'a pas les vaccins requis, il ne pourra pas prendre son poste d'interne. Donc, c'est pour ça que nous le mettons déjà dès le dossier numéro 1 pour les prévenir que s'ils n'ont pas les vaccinations ou s'ils doivent faire des rappels de vaccination, il faut qu'ils y prennent à l'avance pour qu'au 2 novembre, quand ils prendront leur poste, ils ont toutes les vaccinations obligatoires auxquelles se rajouteront les restrictions ou les dispositifs particuliers si la pandémie continue à nous embêter pendant quelques années. Oh, soyez optimistes. On est optimiste. Très bien. Il y avait une question sur… Alors, une question. Si quelqu'un a commencé sa spécialité en avril 2021, est-ce qu'il a des chances d'être validé? Non. Alors, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut que les candidats aient déjà fait au moins une année, voire 2 années de formation pour commencer à candidater. Ils peuvent candidater à tout moment. Et si ce n'est qu'ils vont être classés en dernier. Un chef de service va prendre préférentiellement un candidat qui a déjà une certaine formation dans sa spécialité.
On répète un petit peu les chiffres. Il y a plus de 2500 candidatures chaque année pour les procédures DFMS et DFMSA pour un peu moins de 1000 postes. Donc, effectivement, il y a une sélection qui est opérée et du coup, les plus avancés dans leur curriculum seront privilégiés. Il y a une question. Oui, parce qu'ils vont occuper des postes de fonction interne. Ils vont être assujettis aux tours de garde et aux astreintes hospitalières. Et un chef de service veut avoir quelqu'un qui a déjà de la bouteille dans sa formation pour lui confier une garde, voire une astreinte hospitalière. Oui. Il y a une autre question sur le schéma vaccinal. Pour la vaccination, si le candidat fait son schéma vaccinal pendant son résidanat, mais pas encore. Alors, oui, j'ai lu la question. J'ai lu la question, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au 2 novembre prochain, ce soit fait. Ouais. Il remplit toutes les conditions requises de vaccination obligatoire et de vaccination propre à la pandémie. D'accord, très bien. Alors, peu importe à quel moment il a fait sa vaccination, si sa vaccination reste valable au 2 novembre, c'est parfait. Alors, je réponds encore et je le répète, les médecins généralistes ne sont pas concernés par cette procédure. Donc, ça ne sert à rien de postuler. Alors, quels sont les vaccins obligatoires? Ils figurent dans l'annexe qui est jointe au dossier numéro 1. La question a été posée. D'accord. Il faut la lire. Spécialité biologique, pourquoi la biochimie médicale, qui fait partie des 5 spécialités biologiques en Algérie, ne figure pas sur la liste? Alors oui, il y a souvent des questions sur ça n'existe pas tel quel en Algérie par rapport à ce qui est listé en France. Donc l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible dans la spécialité qui correspond en France par rapport à ce qu'a fait l'étudiant ou le diplômé en médecine ou en pharmacie en Algérie. Alors, la biochimie, la biophysique, la physiologie sont des spécialités qui n'existent pas en France en tant que telles. Mais pour postuler à ces postes-là, les candidats préparent le diplôme de biologie médicale. Et il faut que le candidat choisisse l'une des options en fonction de 2 choses, des postes qui seront ouverts et de son intérêt à lui, mais également en accord avec le responsable de sa spécialité qui va lui dire l'année que tu vas faire en France dans telle option, je vais la reconnaître ou pas à ton retour. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il fasse une option qui ne sera pas reconnue ensuite à son retour par le responsable de la discipline. Donc ça, c'est un accord qu'il doit trouver avec le responsable de la discipline. C'est le cas de la biochimie, de la biophysique, de la physiologie, notamment de l'histologie également, de l'anatomie, ce ne sont pas des spécialités qui sont individualisées en France. Alors pareil, pour un pharmacien généraliste, le DFMS ou DFMSA n'est pas, absolument. N'est pas concerné. Non, c'est insuffisant. On va terminer par une question un peu plus générale, à savoir quel est l'intérêt finalement de cette formation, que ce soit le DFMS ou le DFMSA, quelle est l'attractivité finalement pour les étudiants et étrangers que de faire ce diplôme qui, je le rappelle, donc n'est pas reconnu en France pour exercer la médecine en France, mais pour apporter des compétences et des connaissances supplémentaires pour la pratique après dans le pays d'origine. Quelle est l'attractivité? L'attractivité, la première, c'est le curriculum du candidat. Un candidat qui, dans le cas de son curriculum, atteste qu'il a fait une formation à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, c'est toujours valorisant pour sa formation. C'est également valorisant, notamment par les facultés. Il faut savoir que des candidats qui veulent s'orienter vers une carrière hospitalo-universitaire dans leur pays, souvent, il est exigé qu'ils fassent une mobilité extérieure. Le DFMS et le DFMSA pouvant intervenir dans le cadre de cette mobilité. L'autre avantage que l'on voit, l'attractivité, c'est que la médecine en France est une médecine quand même très évoluée, innovante, et ça peut permettre à des candidats de valider des actes techniques qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, éventuellement. C'est notamment le cas pour la DFMSA qui vient pour une pratique chirurgicale qu'il ne peut pas faire chez lui, ou pour l'utilisation d'un appareil qu'il ne peut pas encore faire chez lui. Tout ça, c'est valorisant. C'est ça qui est valorisant. Donc, il y a l'année de mobilité, il y a la formation spécialisée et spécifique qui est donnée dans des services quand même de haut niveau international,
tout ça, c'est valorisant. Et j'imagine qu'ensuite, quand ils reviennent au pays et qu'ils font valoir cette expérience à l'étranger, c'est valorisant pour leur carrière et leur cursus. Très bien. Bah, merci beaucoup. Moi, j'ai encore deux choses, deux questions qu'on ne m'a pas posées, mais je vais y répondre. Je vais me poser moi-même la question, parce qu'elles vont se poser. Il y a deux situations qu'il faut apprécier. La première, c'est les postes de coopération. J'ai dit que nous avons jusqu'à la fin du mois de novembre pour communiquer au ministère l'ouverture des postes. L'ouverture des postes tous ces postes vont être ouverts dans le cadre du contingent national. Donc, c'est environ 700 postes. Tous les candidats de quelque nationalité, non européenne bien sûr, peuvent postuler sur ces postes-là. Et donc, c'est le meilleur classé qui va être retenu pour telle ou telle faculté. Il y a également des facultés ou des hôpitaux qui ne déclarent pas toutes les ouvertures de postes et qui en gardent quelques-uns au titre de la coopération. C'est environ 250 à 300 postes par an, donc ce n'est pas nul. Et ces postes-là relèvent, comme le dit le texte, de la coopération. Donc ça, c'est des accords individuels qui sont passés entre un chef de service français, éventuellement un chef de service à l'étranger, une faculté de médecine ou un hôpital en France avec une faculté de médecine ou un hôpital en Algérie, et qui, dans le cadre de ces relations de coopération, sont amenés à pouvoir ouvrir des postes qui sont prévus tels quels. Donc, la procédure de candidature est identique pour le contingent national ou pour la coopération. La seule distinction qu'il y aura, c'est qu'il y a dans le dossier qui leur est fourni une annexe 1B, et cette annexe 1B qui doit être signée par la partie française, par le directeur de l'hôpital d'accueil, par le coordonnateur de la spécialité qui atteste que le service d'accueil est bien agréé pour les internes français, et troisième chose, que la faculté de médecine atteste qu'il y a bien un accord de coopération. Dans ce cadre-là, et s'ils ont eu cette annexe 1B pour le 15 avril prochain, ils ne pourront candidater que pour une seule faculté, celle qui a ouvert le poste. Et ils n'auront pas besoin de remplir 15 dossiers, ils rempliront un seul dossier qu'ils enverront à la faculté d'accueil qui aura validé l'annexe 1B et qui leur permettra d'être présélectionnés déjà pour un poste au mois de novembre prochain. C'est clair? Juste pour être sûr, donc sur le DFMS, DFMSA, il y a une partie pratique, un stage pratique, il y a une partie théorique également avec des examens. Et il y a une question. Alors ça, c'est fonction. Alors, la partie pratique, elle est obligatoire. Ils ont 2 semestres de stage à faire, obligatoirement. Et ensuite, pour chaque spécialité et pour chaque subdivision, pour chaque faculté, il peut être exigé dans le cadre de cette formation d'avoir des connaissances pratiques sanctionnés, il y a des cours qui sont donnés, éventuellement sanctionnés par des examens. Il y a éventuellement la possibilité aussi de demander que les candidats fassent un mémoire de stage à l'issue de leur année de formation, avec soutenance ou pas devant un jury. Ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction. Alors ça, c'est au cas par cas, c'est-à-dire quand ils sont acceptés dans une spécialité et affectés à un endroit, au moment où ils vont s'inscrire à la faculté de médecine, parce qu'ils devront prendre une inscription à la faculté de médecine, il faudra qu'ils s'adressent au coordonnateur universitaire de la spécialité pour leur demander quelles sont les exigences pour que je valide mon DFMS ou DFMSA. Et le coordonnateur va dire, il y a des examens, il y a une participation à des colloques, il y a des colloques, il faut peut-être y participer, il y a un mémoire avec ou sans soutenance, etc. Donc ça, il faudra le demander le moment venu à son coordonnateur universitaire de la faculté dans laquelle il s'est inscrit. Très bien. Et du coup, il y a une possibilité aussi de faire son stage pratique dans un hôpital, mais non universitaire, non public. Alors, c'est uniquement dans des hôpitaux publics. Alors, les postes, alors, je l'avais noté, les postes sont ouverts dans tous les services agréés, enfin dans tous les services agréés pour la spécialité, à condition qu'ils disposent budgétairement d'un poste et que le directeur comme le chef de service sont d'accord pour ouvrir ce poste aux médecins étrangers. Ces postes sont affectés soit dans des services de CHU, soit dans des services non CHU. D'accord. Donc, c'est possible. Donc, au moment… Oui, heureusement, parce qu'on n'aurait pas 700 postes que dans les CHU, ça c'est clair.
le plus grand nombre de postes sont dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers, mais pas de CHU. Mais il y a des postes en CHU. Alors, il faut savoir, bon, c'est le cas de la Tunisie, mais un peu moins sur l'Algérie. La Tunisie exige notamment qu'un candidat qui se trouve en fin de formation fasse un stage en CHU. Donc, s'il n'a pas son stage en CHU et au moment où on va lui notifier qu'il n'a pas un stage en CHU, il va renoncer à son affectation. On le retire de la liste et nous prenons le suivant de la liste à qui on va proposer le service. Il y a une liste Et si ça l'arrange, complémentaire il va si le prendre. jamais on n'est pas pris. Absolument, c'est-à-dire au mois de juin prochain, quand on va signifier les affectations et donc les accords donnés aux différents candidats, ils ont toujours la possibilité d'y renoncer, bien sûr, ça c'est un droit universel. Ils renoncent et dès lors qu'ils renoncent à ce poste-là, le poste, nous le récupérons et nous le réaffectons au suivant de la liste. Et les candidats sont notifiés qu'ils sont sur une liste complémentaire ou pas? Non, 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 on ne notifie pas la liste complémentaire, on notifie uniquement la liste liste des finale. admis. D'accord. Voilà, la liste finale des admis, mais bien sûr, dès lors qu'il y a une défection, nous utilisons, s'il nous reste des candidats encore classés sur cette liste-là, nous utilisons cette liste pour affecter d'autres candidats. Le but de l'opération pour nous, c'est d'occuper la totalité de nos postes. Il n'y a Bien pas de sûr. raison qu'on laisse des postes disponibles. Bien Mais il y a des postes qui restent disponibles parce que parfois on a plus de postes que de candidats. Ça arrive aussi. Quelles sont La dernière, quelles sont les disciplines ou les spécialités où il y a le plus de postes? oh, c'est la radiologie, c'est l'anesthésiologie, ça c'est la cardiologie, ça c'est les gros pourvoyeurs de postes. D'accord. Et on pose la Mais il question. y a, Oui, pardon. mais il y a quand même des postes dans toutes les disciplines. Je vous dis, les postes où il n'y a pas, c'est la santé publique. Il y a rarement de postes en santé publique, quasiment jamais. La médecine légale, la médecine du travail, la génétique, faiblement. La médecine nucléaire, quelques-uns. Maladies infectieuses, quelques-uns à peine. Voilà. Sinon, toutes les autres spécialités ouvrent un certain nombre de postes. D'accord. Et deux peut-être questions pour finir quand même, même s'il y en a toujours. Oui. Est-ce qu'on peut prolonger un stage au-delà des 2 semestres? Et évidemment, est-ce que c'est rémunéré et est-ce qu'il y a une grille? Comment ça se passe au niveau de la Alors, rémunération? à l'issue de ces 2 semestres de stage, on peut se trouver dans 2 situations. La première, c'est qu'éventuellement, un candidat a eu un refus de stage. Il n'y a pas obligation de valider le stage que le candidat a fait. S'il a été insuffisant dans son stage, il a un refus de stage. Le refus de stage lui permettrait de faire au 1er novembre suivant, donc dans la foulée de son DFMS ou de son DFMSA, un stage de rattrapage. Mais il ne peut faire un stage de rattrapage que s'il dispose d'un poste agréé pour la spécialité rémunéré en tant que fonction d'interne au sein de la même subdivision. Donc, il ne peut pas changer de subdivision. Il peut faire ce rattrapage de stage, que s'il a un poste rémunéré d'accueil budgété. Donc, ça veut dire que l'obligation de rattraper un stage, la faculté n'a aucune obligation de trouver un poste d'accueil pour que ce candidat puisse rattraper son stage. Donc, s'il fait ces 2 semestres et qu'il a un semestre non validé, s'il n'a pas de rattrapage potentiel, il repart dans son pays, il n'a pas le diplôme. C'est un risque qui est réel. C'est un risque qui est réel. L'autre possibilité, c'est qu'un candidat qui a fait ces 2 semestres, qui les a validés et qui dit « je n'ai pas terminé ma spécialité encore dans mon pays parce qu'il me reste encore 1 ou 2 semestres à faire » et qui va demander une prolongation de stage. Cette prolongation de stage, il ne peut l'obtenir qu'à la condition d'avoir différents accords. Le premier accord, c'est le doyen de sa faculté. Il faut que le doyen de sa faculté soit d'accord pour qu'il reste un certain temps supplémentaire en France. Le deuxième, il faut qu'il ait l'accord d'un chef de service en France. Le troisième, c'est qu'il faut l'accord du directeur de l'hôpital correspondant qui va dire « moi, j'ai un poste budgété que je peux ouvrir pour ce candidat ». Et le quatrième, c'est que le coordonnateur de la spécialité précise que le service est bien agréé pour la spécialité et qu'il peut le faire. Et ce serait un poste de quoi, du coup, à l'issue du DFMS? C'est toujours un poste de fonction d'interne, c'est toujours un poste rémunéré de fonction d'interne. Et la prolongation qu'il aura dans le cadre du DFMS, il ne peut pas avoir de prolongation pour le DFMSA. La prolongation qui va être dans le cadre du DFMS va se rajouter à la formation qu'il a effectuée et validée. C'est-à-dire qu'au moment où on va lui délivrer le diplôme du DFMS, on va lui dire « Monsieur, vous avez validé votre diplôme de DFMS et vous avez validé le premier stage à tel endroit, le deuxième stage à tel endroit, etc., troisième et quatrième stage.
Donc, il aura un diplôme avec 3 ou 4 semestres, sachant que le minimum pour avoir la délivrance du diplôme, c'est de faire au moins 2 semestres. Mais il ne peut faire une prolongation que s'il a encore des possibilités de prolonger chez lui. S'il n'a pas tout validé, s'il a tout validé chez lui, ils ne pourront pas prolonger, On est même s'il bien y a des d'accord chefs de que en service fait, qui les veulent semestres de l'accueillir. spécialisation sont valables en Algérie et ça permet de ne pas perdre de semestre ou de ne pas perdre d'année. Oui, c'est pour ça que nous demandons l'accord du doyen de sa faculté d'origine qui va dire, attendez, mais moi je veux que le candidat revienne chez moi. Ah ben, à ce moment-là, il ne peut pas prolonger. Mais si le doyen est favorable à ce qu'il prolonge, j'imagine qu'il sera favorable également à lui reconnaître l'activité qu'il a faite et la validation des stages qu'il a obtenus. D'accord. Et au niveau du coup de la rémunération, que ce soit en médecine ou en pharmacie, c'est basé sur Tous les les… postes de DFMS et de DFMSA sont des postes de faisant fonction d'interne rémunérés à plein temps qui correspondent à peu près à 1 600 € bruts par mois, auxquels se rajoutent des indemnités pour les stages, pour gardes. les gardes à faire, les astreintes, s'ils sont logés par l'hôpital ou pas logés par l'hôpital. Ça, c'est une question qu'on ne nous a pas posée. Le logement. Le logement peut être à l'hôpital, mais ça, c'est en fonction de l'affectation qui est donnée. Auront-ils le même statut? Oui, le statut est exactement le même. C'est un statut de faisant fonction d'interne. Qu'on soit DFMS, DFMSA, DFMS en rattrapage de stage ou DFMS en prolongation de stage, c'est toujours un statut de faisant fonction d'interne rémunéré. Donc, on est déjà un diplôme de spécialité ou qu'on soit en cours de spécialité, on est à la même grille. Oui, oui, absolument. Oui, c'est un poste de faisant fonction d'interne. Très bien. Alors, la dernière question qu'on ne m'a pas posée, mais que je vais quand même signaler parce qu'on a de plus en plus le cas de ces situations-là qui sont un peu gênantes. C'est les personnes féminines qui sont en congé de maternité et qui, au moment de prendre leur fonction, annoncent qu'elles sont en congé de maternité. Et on a vu différents de nous signaler le plus rapidement possible leur situation vis-à-vis de ces congés de maternité pour qu'on puisse apprécier ou pas la recevabilité de leur affectation. Parce que ce n'est pas la peine qu'on les fasse venir en France, qu'ils annoncent ensuite à l'hôpital qu'ils sont en congé de maternité et que l'hôpital veut dire, mais moi je regrette, je ne prends pas quelqu'un qui est en congé de maternité. Moi, je prends quelqu'un qui est en fonction et en exercice, puisque je lui paye un poste de faisant fonction d'interne. Donc, on ne peut pas mettre ça sur des papiers parce que ça serait un peu gênant, mais il faut savoir que cette situation se produit maintenant de plus en plus fréquemment et qu'on a des refus de plus en plus fréquents des hôpitaux qui n'accueillent pas ces candidats. Très bien. Alors, le diplôme de DFMS, DFMSA permet-il de postuler pour la PAE? Non. Par définition, non. On l'a déjà dit, effectivement, la PAE peut être faite en parallèle, voilà. Mais pas… Il peut être pris en considération, mais ça ne permet pas d'avoir la PAE. Exactement. Est-ce que le médecin pharmacien sera considéré comme spécialiste dès l'obtention du DFMS? Non, puisque c'est un cours de spécialisation et il faut avoir terminé en Algérie votre parcours de spécialisation, donc ça ne vous donne pas tout de suite la spécialisation. Il y avait une question sur le… qui était intéressant. Oui, voilà, on a donné tout à l'heure les grandes branches qui recrutent le plus, qui ont le plus de postes en médecine. Est-ce que vous avez à peu près l'information pour la pharmacie, les spécialités de pharmacie où il y a le plus de demandes, enfin de postes? Non, les spécialités biologiques pour les médecins, la biologie médicale pour les médecins, comme la biologie médicale pour les pharmaciens, il y a à peu près 2 postes en moyenne qui sont ouverts pour chacune des options. Alors, la durée maximale du DFMS, du coup, c'est 2 ans, mais avec potentiellement, avec plein de si et d'accords, que ce soit de l'équipe en France ou des équipes en Algérie, ça peut aller jusqu'à 4 semestres, hein, c'est ça? Alors, ça peut aller jusqu'à même 6 semestres. Ça peut aller même jusqu'à 6 semestres pour le DFMS, mais nous n'acceptons personne pour 6 semestres. Nous acceptons les candidats pour 2 semestres avec éventuellement une prolongation de 1 ou de 2 semestres au maximum et pas au-delà.
D'accord, donc on reste sur voilà, 2 jusqu'à potentiellement, avec beaucoup de 2 si jusqu'à et 4. d'accords, 2 jusqu'à jusqu'à 4. 4, voilà. Oui. OK. Eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes ces questions. Merci à tous pour vos questions. C'était très, très actif, hein. Après presque 1 heure et demie, on est toujours plus de 50 à être sur cette chaîne. On va enregistrer donc ce webinaire pour permettre de revoir pour les personnes qui n'ont pas pu assister en live à cette présentation. Et on le postera sur notre réseau et notre site internet Campus France Algérie. Encore un grand merci à vous, Monsieur Vicente, et je suis sûre que les candidats seront nombreux en Algérie comme chaque année, hein. Donc je rappelle, l'Algérie est la nationalité numéro 1 dans les procédures DFMS et DFMSA qui sont donc centralisées à l'Université de Strasbourg. Alors, n'oubliez pas, le 15 décembre, c'est une date qui est importante. Demain. On ira, voilà, le 15 décembre, parce qu'à partir du 17 décembre, toutes les facultés, notamment celle de Strasbourg, vont fermer et que nous souhaitons, avant la fermeture de la fin de cette semaine, examiner. Nous continuerons à travailler pendant les vacances de Noël et Nouvel An, puisque ça, nous le faisons en permanence. S'il y a des questions rentrées, c'est-à-dire des questions qui n'ont pas reçu de réponse et qui sont spécifiques, tous les candidats ont notre adresse. Ils peuvent nous poser la question et a priori, j'y réponds sous 24 heures au plus tard. Voilà. Alors peut-être mettre votre adresse mail. Non, mon adresse mail, non, ce n'est pas nécessaire. Ils utilisent l'adresse du dossier numéro 1. L'adresse électronique à laquelle ils doivent envoyer le dossier numéro 1. Vous avez une adresse où on pourra vous répondre en 24-48 heures. Absolument. Ça me permet comme ça à mon assistante comme à moi d'avoir exactement la même question. C'est moi qui réponds et pas l'assistante. C'est moi qui réponds systématiquement à toutes les questions, mais ça permet à mon assistante d'avoir la réponse que j'ai faite et de pouvoir la classer dans le dossier correspondant du candidat. Donc, ils n'ont pas besoin de m'écrire à titre personnel, ils utilisent l'adresse générique qui leur est proposée. Oui, le 15 décembre inclus. Donc, vous pouvez l'envoyer encore ce soir ou demain matin toute la journée. Donc, la page 1 et 2 du dossier numéro 1. Alors, une réponse également, parce qu'on nous a posé la question. Il y a une partie sur la page 1, au milieu de la page 1, il y a un grand encadré qui s'appelle le SCAC. Ils n'ont pas à remplir cet encadré du SCAC. Bien sûr, le SCAC, c'est l'ambassade de France. Je suis actuellement d'ailleurs au SCAC à l'ambassade de France. Donc, effectivement, ce n'est pas à vous de remplir cette partie. Vous ne remplissez que les choses qui vous concernent, à savoir vos données personnelles, les informations. Et la partie du SCAC sera remplie par l'ambassade quand elle aura le dossier numéro 1, si elle souhaite la remplir. Parce qu'il y a des ambassades qui donnent des numéros, une numérotation de dossiers, etc. Donc voilà, peu importe. Il faut savoir qu'en Algérie, je crois qu'il y a 4 centres potentiels d'accueil, de réception des dossiers, 5 peut-être. Effectivement, 5. Donc vous faites bien de le rappeler. Donc vous pouvez déposer, donc on est bien d'accord, c'est des photocopies, c'est des copies des originaux et pas des originaux. Oui. Donc, les 5 espaces Campus France à Alger, Oran, Tlemcen, Annaba et Constantine. Donc ça, c'est la deadline, c'est le 15 janvier pour déposer l'ensemble des documents aux 5 espaces. Et encore une fois, comme c'est le cachet de la poste ou vous-même qui vous déplacez, n'attendez pas le 15, faites-le dès que possible. Sachant que les instituts français et les espaces Campus France sont fermés pendant la période entre Noël et Jour de l'An. Donc, essayez de le faire soit avant Noël, donc avant le 24 décembre, soit à partir du 1er janvier, où les espaces réouvriront, ou sinon par la poste, le cachet de la poste faisant foi. Alors, il y a Amel qui veut poser une question. Oui, mais je lui ai demandé si elle avait une question. Ah, d'accord. Et elle ne m'a pas répondu. Non, c'est bon, j'ai posé ma question, c'était par rapport au diplôme de DFMS, s'il était… vous m'avez répondu. Merci. D'accord. Impeccable. Merci Amel. On a en tout cas beaucoup de merci. Pour les photocopies certifiées, ce sont des photocopies signées au niveau de la fac. Alors, non. Depuis de nombreuses années en France, les photocopies certifiées conformes ne sont pas nécessairement certifiées conformes par un organisme institutionnel particulier.
Donc, n'embêtez pas la fac pour qu'elle vous fasse des photocopies certifiées conformes. Vous pouvez vous-même attester la certification conforme de la photocopie. Très bien. Oui, vous pouvez postuler si vous êtes en dernière année de spécialisation en Algérie. Alors non, s'ils sont en dernière année de spécialité, attention, s'ils sont en cours de dernière année de spécialité, Ah oui, pardon. ils ne pourront pas postuler au DFMS l'année suivante puisqu'ils auront terminé leur formation pratique a priori, s'ils sont en dernière année. Et ils ne pourront pas postuler non plus au DFMSA si, avant le 15 janvier, ils n'ont pas obtenu la spécialité. Il faudra attendre l'année prochaine pour le DFMSA. Voilà, il faudra attendre l'année prochaine. Donc, la dernière année pour postuler au DFMS, il faut être à l'avant-dernière année de formation. Comment les certifier nous-mêmes, les photocopies? Ah ben, ils mettent, ils attestent sur l'honneur la conformité de la photocopie et ils signent. Voilà. Sachant que, bien sûr, leur signature les engage et au moment de leur inscription, s'ils sont amenés à être retenus et qu'ils vont s'inscrire à la faculté va demander des originaux et si, bien entendu, il y a eu une certification fausse qui a été faite, le candidat est répréhensible. Oui, je rappelle donc que la fraude est Ah oui, elle est punie, oui, monsieur. Pénalement répréhensible avec des interdictions après de visa pendant 5 ans et voilà, des conséquences très fortes pour vous et votre famille. Alors, nous avons eu déjà des tentatives de fraude, hein. Ça, c'est clair. Nous en avons eu, que nous avons décelées, et à ce moment-là, nous informons la faculté d'origine et les consulats français d'origine sur cette tentative de fraude, qui prendront ensuite les décisions nécessaires. Des mesures seront effectivement prises à ce moment-là. Je vous remercie encore à toutes et à tous. C'est vraiment un sujet qui anime interminable. et qui fait poser plein de questions. Donc, merci encore d'avoir répondu pendant cette heure et demie au sein de ce webinaire sur la présentation et l'information aux procédures DFMS et DFMSA. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à vous aussi. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions si d'autres questions sont utiles par écrit. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous, Aude, et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous également. Voilà.